Depuis toujours, on lève les yeux vers le ciel et on est fasciné par cette espèce de ballet incroyable des planètes. Une chorégraphie cosmique d'une précision, astronomique. C'est la question qui a taraudé les plus grands esprits pendant des siècles. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces règles fondamentales, celles qui régissent tout, des planètes super lointaines aux satellites qui orbitent juste au-dessus de nos têtes. Bon, alors, on y va. Notre premier guide dans cette aventure, c'est Johannes Kepler. Au tout début du XVIIe siècle, armé d'une quantité folle de données d'observation, il a été le premier à poser sur le papier les règles du grand jeu planétaire. Et le plus fou, c'est qu'il a fait ça sans même savoir quelle force se cachait derrière tout ça. Et ça, attention, c'est une révolution. On oublie tout de suite les cercles parfaits des Grecs anciens. Kepler nous dit non, les planètes suivent en fait une trajectoire en forme d'ellipse, un cercle un peu aplati si on veut. Regardons un peu comment ça marche. Une ellipse, ça a deux points centraux, qu'on appelle des foyers. Et le Soleil, il n'est pas au centre pile poil de l'orbite, non, il y a l'un de ces deux foyers. C'est un détail, mais un détail qui change absolument tout à la dynamique du mouvement. Alors la deuxième loi, elle est encore plus subtile. Là, on ne parle plus de la forme de l'orbite, mais de la vitesse de la planète. Et la conclusion est assez surprenante. La vitesse d'une planète, en fait, elle n'est jamais constante. Et voilà la conséquence directe. Pour que ces deux zones vertes aient la même surface sur une même durée, la planète doit forcément aller beaucoup plus vite quand elle est proche du Soleil. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. Une planète met un coup d'accélérateur en s'approchant du Soleil et elle freine en s'en éloignant. C'est aussi simple que ça. Et enfin, la troisième loi, la loi des périodes. C'est une petite formule mathématique, mais d'une puissance incroyable. Elle met en relation le temps que met une planète à faire un tour complet, sa période T, avec la taille de son orbite. En gros, avec cette loi, si on connaît l'un, on peut calculer l'autre. C'est la clé de toute l'horlogerie cosmique. Bon, Kepler nous a donné le comment ça marche, mais il manquait le pourquoi. Pourquoi est-ce que les planètes suivent ces lois si précises? La réponse, elle va arriver une génération plus tard, avec un certain Isaac Newton et sa théorie de la gravitation universelle. C'est ça, le coup de génie de Newton. Comprendre que la force qui fait tomber une pomme de son arbre est exactement la même que celle qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre ou la Terre autour du Soleil. C'est une seule et même loi pour tout l'univers. L'idée est simple, mais elle est fondamentale. La force de gravité, elle tire constamment la planète vers le Soleil. Sans cette attraction continue, cette force qu'on appelle centripète, la planète s'échapperait tout droit dans l'espace. C'est cette force qui la contraint en permanence à tourner. Et c'est là que la magie opère. En appliquant les lois de la physique de Newton, on peut, par le calcul, démontrer les lois de Kepler. On part de la gravité, on l'égale à la force nécessaire pour tourner en rond, et paf, on retombe pile sur la troisième loi de Kepler. La physique fondamentale vient d'expliquer les observations astronomiques. C'est un moment absolument clé dans l'histoire des sciences. Allez, passons maintenant à une application très concrète de tout ça. Parce que ces mêmes lois qui régissent les planètes, elles gouvernent aussi les milliers de satellites artificiels qu'on a placés en orbite autour de la Terre. Regardez bien cette comparaison. À gauche, on a le système Soleil-Planète. À droite, le système Terre-Satellite. La physique derrière est exactement, mais alors exactement la même. La loi de Newton s'applique à toutes les échelles et c'est ça qui la rend si puissante. Et voilà une conséquence de ces calculs qui est vraiment fascinante et même un peu contre-intuitive. La vitesse qu'il faut pour maintenir un satellite en orbite, elle ne dépend que de son altitude, pas de sa masse. Ça veut dire qu'un énorme satellite de plusieurs tonnes et un tout petit CubeSat à la même altitude doivent avoir exactement la même vitesse pour ne pas tomber. Maintenant, un cas particulier super important, le satellite géostationnaire. Pour qu'un satellite ait l'air immobile dans notre ciel, ce qui est crucial pour les télécoms ou la météo, il doit remplir ces trois conditions très très strictes. En gros, il doit tourner en parfaite synchronisation avec la Terre, comme sur un grand manège cosmique. Et en appliquant les lois de Newton et Kepler, on peut calculer l'altitude exacte de cette orbite si spéciale. Le résultat? Environ 36 000 km au-dessus de l'équateur. C'est quand même une démonstration éclatante de la puissance prédictive de ces lois physiques, non? Voilà, pour résumer, ce petit voyage nous a mené des observations patientes de Kepler qui a décrit le ballet des planètes, à la physique fondamentale de Newton qui en a réveillé le moteur, et aujourd'hui cette connaissance est littéralement au cœur de notre technologie moderne, du GPS dans nos téléphones à la communication mondiale. La compréhension de ces lois, ça a été notre premier pas pour sortir de notre berceau terrestre. Elles nous ont permis de marcher sur la Lune, d'envoyer des robots sur Mars. La question reste donc entière. Jusqu'où cette maîtrise va-t-elle nous mener maintenant ?